Bonsoir. Bonsoir, je suis Christelle Kirchstetter, je suis directrice générale de l'École nationale supérieure Art et Design de Nancy et je suis aussi déléguée générale de l'Alliance Artem. C'est une responsabilité qu'on occupe à tour de rôle et en ce moment c'est mon tour et je fais ça avec grand plaisir évidemment. Dans le cadre d'Artem et de l'Alliance Artem, on a mis en place depuis une année à peu près le cycle de conférences qu'on appelle Agora Artem et qui consiste à inviter des responsables de recherche, des personnes engagées peut-être dans les industries, les organisations civiles, et qui viennent nous faire part soit de leurs recherches, soit de leurs projets. Et en tout cas, ce qu'ils ont de commun, c'est que tous et toutes font le monde d'aujourd'hui et font le monde de demain. Puisque cette fois-ci, c'était une invitation de la part de l'ENSA de Nancy, puisque chaque école invite des personnes à intervenir. Pour nous, il nous a semblé important. On avait fait, rappelez-vous, des interventions sur les premières écritures avec François Dessay, avec notamment en lien avec la NRT, l'Atelier national de recherche typographique. Et puis là, on s'est dit, toujours en lien avec l'Atelier national de recherche typographique, qu'on pouvait mettre en avant un projet qui associait les questions, je vais le dire vite, de numérique et évidemment de traduction visuelle. Donc c'est un projet aujourd'hui qui s'appelle CryptoKit et que vont nous présenter Anthony Mazur, qui est directeur de recherche à la Edge Genève. Il indiquera dans quel cadre ce projet a été conduit. Et puis Océane Juvin, qui est diplômée de la NRT et qu'on revoit avec grand plaisir ici et qui donc a opéré cette traduction visuelle. Et je m'arrête là pour leur laisser la parole et vous laisser présenter ce qu'a été leur recherche et ce qu'est encore leur recherche CryptoKit. Voilà, bonne conférence et puis merci beaucoup. Merci Christelle. Merci beaucoup Christelle. Oui, c'est un projet entre Genève et Nancy en quelque sorte et qui a été présenté pour la première fois il y a une semaine à l'ATIPI à Paris. Et donc c'est la deuxième fois qu'on le présente et ce sera mieux qu'il y a une semaine, j'espère. Je suis ravi d'être là. Merci beaucoup Christelle. Merci d'avoir rendu ça possible. Merci à l'ESA de Nancy. Je vais commencer par situer un peu le contexte général du projet. Ensuite, Océane prendra le temps de détailler tout le contexte de création typographique. Si vous ne connaissez rien à la blockchain, ça tombe bien, parce que en fait, on va plus parler de design graphique, de documentation et de représentation que de blockchain à proprement parler. Et en plus, si vous comprenez un peu comment ça marche, c'est tant mieux. À titre personnel, j'ai travaillé sur la notion de glossaire à plusieurs reprises. Je m'occupe avec deux collègues, Élise Jay et Kevin Dono, que vous reverrez après dans les slides, d'une revue de recherche qui s'appelle Back Office, qui traite de design graphique et de pratiques numériques. Et comme les technologies ont la faculté de produire tout un tas de termes compliqués, on s'est dit que pour que la revue soit accessible, il fallait définir les termes clés. Et donc dans chaque numéro, dans chaque article, les mots compliqués sont soulignés et vous les retrouvez en fin de numéro classé dans un glossaire en bilingue. Et sur le site web, vous trouvez le glossaire compilé de tous les numéros en accès libre. Je crois que des profs d'anglais utilisent ça pour leur cours même désormais. De façon peut-être plus humoristique, quand j'étais maître de conférence à Toulouse il y a quelques années, il y avait un projet de fusion des universités qui avait déclenché une protestation assez importante. Et pour y réagir de façon peut-être plus constructive ou drôle qu'avec des pancartes, on avait fait un lexique de la novlangue managériale qu'on appelait le Bullshidex, que le projet de loi s'appelait IDEX. Et donc voilà, vous trouverez plein de termes que peut-être il y a ici dans les rapports d'activité, je ne sais pas, définis sur ce site-là qui est sur GitHub. Et dernier exemple plus récent, un glossaire du numérique, glossaire critique et amoureux, que j'ai copublié avec le chercheur Yves Citon et Marie Lechner, qui fait suite à un colloque qui s'est tenu il y a quelques années. Donc quelques exemples de glossaires qui se sont combinés à un intérêt pour la blockchain à partir de 2017 environ, avec un collègue qui s'appelle Guillaume Helleux, avec qui j'ai conduit ce projet. Bonjour Guillaume, si tu nous écoutes, en ligne, et qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment un projet qu'on a mené principalement à trois avec Guillaume et Océane. Et à l'époque, alors là je vous mets des captures d'écran récentes, mais je ne pense pas que c'était très différent à l'époque, en tout cas ça ne s'est pas arrangé depuis.
Quand on cherche blockchain dans Google Images, on tombe sur ça. Donc à gauche, si on cherche juste blockchain, des images de blocs assez abstraites, du bleu comme souvent dans la technologie, des espèces de réseaux. Donc ça ne nous dit pas grand-chose sur ce que c'est. Et si on cherche blockchain diagramme, on tombe à droite sur des schémas plus ou moins réussis, qui sont déjà composés, souvent imprécis, il manque plein de choses. Et comme c'est déjà compilé, on ne peut pas malheureusement travailler vraiment avec. Donc c'est un problème qui s'est posé à Guillaume et à moi, qu'on a commencé à donner des conférences à l'époque sur ce thème-là, notamment à Paris. On a dû faire, ou Guillaume a dû faire plutôt, ses propres schémas pour expliquer ça, faute de choses satisfaisantes en ligne. Le souci, c'est que ni Guillaume ni moi ne sommes designers graphiques, lui il est architecte, donc on a fait du mieux qu'on pouvait. Voilà, il les a ensuite améliorés dans des slides de cours, ici à Sciences Po Paris. Et puis voilà, ici une transposition dans un article de recherche qui a servi un peu de base au projet CryptoKit, qui a été publié en 2018 dans la revue de recherche Multitude, où là on voit qu'on a, il y a quand même un progrès, je pense, par rapport à ce qu'on trouvait à l'époque sur Google Images, mais c'était pas satisfaisant. Le légendage n'était pas très clair, il y a des problèmes d'échelle, de cohérence visuelle. Bref, il fallait faire mieux. Donc là on est en 2018. En conclusion de l'existant, donc on n'a pas de set cohérent et complet pour représenter la blockchain. Vous voyez à droite des exemples de pictogrammes, mais pour mining, même si vous ne savez pas ce que c'était, vous vous doutez bien qu'on ne mine pas la blockchain avec une pioche. Ou, Océane y reviendra tout à l'heure, il y a aussi minting avec des feuilles de menthe. On a des termes qui sont déconnectés de ce que c'est. Beaucoup de métaphores physiques, le cloud par exemple, le cloud avec un nuage, mais évidemment l'informatique n'est pas dans des nuages au sens littéral du terme. Donc ce qui crée du coup une ambiguïté, des imprécisions, voire des choses complètement erronées sur la culture technique et numérique. Et puis je l'ai déjà dit, comme la plupart des diagrammes sont déjà composés dans des images bitmap, dans des JPEG ou dans des PNG, ça ne permet pas à n'importe qui de pouvoir composer ses propres schémas didactiques. Alors, on fait un petit saut dans le temps. On arrive en 2021, donc 3 ans après les slides de Guillaume, avec un appel à financement en Suisse de mon entité de tutelle, la HSSO Genève, qui lançait un appel à financement d'innovation numérique, qui voulait soutenir des projets là-dessus. Je vais passer ces slides. Et donc, j'ai proposé un projet autour de ça, donc à l'intersection des glossaires et de la blockchain, avec 4 objectifs. Ça partait aussi de la mode des NFT. Je pourrais revenir plus tard sur ce que c'est si vous voulez, mais même si ce n'est pas le centre de cette conférence. L'idée, c'est de créer du matériel didactique à destination du corps enseignant et du corps étudiant pour expliquer ça de la façon la plus claire possible et libre de droit pour que chacune puisse s'en saisir. Les livrables qu'on avait estimés à la base du projet, c'est principalement de créer une documentation technique libre de droit, d'élaborer une recension de NFT, ça on ne l'a pas fait, parce que la documentation a pris beaucoup plus de temps, vous comprendrez pourquoi avec Océane. De rédiger des scénarios prospectifs liés au NFT, ça on l'a fait, mais j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, et d'écrire un article, on l'a fait aussi. Au niveau de l'équipe de base, donc c'était moi-même qui ai écrit le projet, assez vite, tout de suite même rejoint par Guillaume et Océane, puis dans un second temps par d'autres personnes, 2 graphistes, Kevin Dono et Lise Shea, on y reviendra, Alexandre Le Texier pour le site web et Chloé Michel à la aide pour une aide à l'écriture. Donc à la aide, je vais en passer très rapidement là-dessus, mais voilà, c'est une école de 800 étudiants et étudiantes, on a 20 projets de recherche en cours dans tous les champs de l'école et on défend, j'imagine comme ici, la recherche-création, donc une forme de recherche qui passe pas uniquement par du texte, mais qui se fait en termes de méthode et de livrables par les moyens de l'art et du design. En termes de méthodologie pour ce projet, donc on partait à la base avec l'idée de faire un lexique, comme à gauche, mais on s'est vite rendu compte qu'en fait, il y en avait déjà beaucoup de lexiques liés à la blockchain en ligne, et donc ça ne servait à rien de faire le nôtre. On aurait peut-être pu les améliorer un peu, mais la valeur ajoutée aurait été trop faible. Et surtout, une des impasses qu'on a assez vite identifiées avec Guillaume, c'est que un lexique, c'est classé par ordre alphabétique. Et blockchain, commençant par un B, ça va tomber au début du lexique, sauf que c'est un terme extrêmement compliqué. Et donc, ça ne marche pas en termes de didactique. Pour comprendre la blockchain, il faut comprendre tout un tas de choses avant, comme des prémices, si vous voulez. Et donc, on a réfléchi avec Guillaume très rapidement, dès le début du projet. On a laissé tomber cette idée de lexique pour travailler par couche sémantique et de se dire finalement quels sont les premiers termes qu'on a besoin de comprendre pour comprendre les suivants,
Et donc, on a travaillé sur une carte Miro qui nous accompagnait finalement jusqu'à la fin du projet et qui est mise en scène après sur un poster que je vous montrerai tout à l'heure. Et il a fallu aussi délimiter les termes. Le corpus, la blockchain, c'est pas évident. Il y a plein de mots qui sont ambigus, pas définis, qui s'orthographient différemment. Donc, on a dû établir un corpus précis de plusieurs dizaines de termes sans lesquels Océane n'aurait même pas pu commencer à travailler. Et c'est là où je te passe la parole. Merci Anthony. Ou je passe pour toi si tu veux. Donc bonjour, moi c'est Océane Juvin. J'ai été diplômée donc, en 2021 de l'ANRT, ici même. Et donc après un diplôme donc, à Paris en typographie en 2016. Et peu de temps après mon diplôme, désolée, j'ai lancé mon activité professionnelle en tant que graphiste spécialisée en typographie et en didactique visuelle. Et donc j'ai développé une pratique particulière, donc ce que j'ai appelé didactique visuelle, c'est-à-dire que à côté de ma pratique de graphiste habituelle, donc je fais des affiches, de la signalétique, des logotypes, j'utilise des moyens graphiques, ça peut être de la mise en page, de l'illustration, plus spécifiquement la création de caractères et de pictogrammes pour rendre accessible d'une façon ludique des sujets complexes. Ça peut être donc une œuvre littéraire, du jardinage, la philosophie, des activités d'un laboratoire. Et dans le cadre de cette pratique, j'ai développé un projet de recherche à l'ANRT sur la physique quantique en collaboration avec le chercheur Julien Bobroff entre 2019 et 2021. Et Océane, si tu me permets, en fait, c'est ce projet-là qui m'a donné envie de travailler avec toi. Exactement. En gros, je t'ai dit, fais-moi la même chose, mais pour la blockchain. Voilà, exactement. Et donc là, j'ai mis une petite photo de moi, exactement au même endroit en 2021, quand je présentais ce diplôme, enfin ce projet. Et donc, l'objectif de ce projet, c'était de concevoir un langage graphique qui accompagne un discours de vulgarisation de la physique quantique. Et il a mené à la création de la famille de caractères quantiques que vous voyez animés à l'écran, qui contient un alphabet latin étendu et surtout un ensemble de pictogrammes qui viennent représenter des éléments nécessaires à l'explication de la physique quantique. Ça a commencé notamment par apparaître, enfin ce projet il est apparu dans le livre La quantique autrement, qui a été publié chez Flammarion et écrit par Julien Bobroff. Donc vous voyez un exemple du système, c'était une version bêta du système qui apparaît dans le livre. Et donc vous pouvez voir que les symboles sont intégrés à l'intérieur même du texte de vulgarisation pour faciliter la compréhension de concepts difficiles à saisir. Donc parmi eux, là, il y en a quelques-uns qui sont représentés un peu sous forme de rébus, l'effet tunnel, la superposition d'états, la dualité onde-corpuscule, ce genre de choses. Et là, un exemple encore donc d'intégration des signes, cette fois-ci dans un texte en anglais dans le texte. C'est un projet pour l'instant qui est interrompu à ce stade, mais vous pouvez en voir tout le déroulement, le développement et puis tout ce qui a été créé sur le site qui est affiché sur l'écran. Et donc, comme l'a dit Anthony, c'est sur ce projet que notre collaboration a commencé. Donc, au début du projet, donc c'était début 2022, je devais dessiner 80 pictogrammes. Et la police finale contient donc tout ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire 160 symboles qui représentent les éléments nécessaires à la vulgarisation des technologies blockchain. Et puis ensuite, donc 160 connecteurs et indicateurs, c'est ce que vous voyez dans la partie basse de l'écran, c'est-à-dire que la plupart étaient déjà plus ou moins existants sous une forme qui a été légèrement modifiée juste pour rentrer dans le système graphique de la typo, mais qui existait déjà dans l'IBMplex, la police de caractères sur laquelle on s'est basé. Il s'agit donc notamment des chiffres encerclés, les différents types de flèches, des opérateurs et ce qu'on appelle, je ne saurais pas forcément dire en français, les box drawing characters, qui sont tout en bas et qui sont des signes beaucoup utilisés on appelle ça le text mode art, ou ASCII art, peut-être que vous connaissez plus le terme. Donc pour dessiner en mode texte.
Donc, pour commencer, donc là, vous avez les signes qui ont été dessinés en positif. Le point de départ, ça a été de choisir une police de caractère, une famille dans laquelle on puisse intégrer les pictogrammes. Et c'est l'IBM-Plex qui a été dessiné par toute une équipe de designers, mais commandité par Mike Hubbink de chez IBM, qui est sorti du coup pour la première fois en 2022. Et qui était déjà utilisé par Anthony et Guillaume dans leurs documents de didactique. Pourquoi IBM-Plex ? Parce qu'elle est pratique et confortable à lire, surtout sur un écran. Elle présente un très bel équilibre entre un dessin humanistique et une conception d'ingénieur. Et surtout... Oui. Ouais, aussi, elle a des alphabets non latins. Oui. C'est pas très heureux comme expression non latin, mais notamment l'hébreu, le japonais, le coréen. Depuis peu, je crois que c'est sorti le coréen. Et bientôt le chinois. Et ça, c'était important qu'on ait le chinois à terme pour ce projet. C'est ça. Et il y a déjà plus d'une centaine de langages d'écriture qui sont intégrés dans l'IBM-Plex, et plus à venir. Elle est aussi chaque style contient un large ensemble de glyphes, et puis elle présente une large palette de styles et de sous-familles. Donc là, vous en avez un exemple avec la sérif, la sans et la mono. Et donc c'est notamment cette étendue de signes et de styles qui nous intéressait pour pouvoir composer à la fois des textes et des légendes et à la fois des schémas. Notamment la famille Monochasse nous intéressait parce qu'elle nous permettait de nous servir comme base pour construire le système pictographique qui s'insère dans une grille. Et puis pour ma part, là ce qu'on peut observer aussi sur cette slide, c'est une esthétique que j'apprécie beaucoup. Vous pouvez observer là le contraste entre l'intérieur des angles qui est orthogonal et les formes extérieures qui sont plutôt arrondies et douces, qui apportent un certain caractère que je trouve moi très élégant. Donc d'abord, la première étape pour associer la nouvelle famille de pictogrammes, ça a été d'adapter la largeur des cases typographiques de manière à ce que les pictogrammes s'étendent horizontalement et gardent la même lisibilité que les lettres à peu près. La chasse unique de IBM-Plex est de 600 m, qui est une mesure typographique. Et là, pour CryptoKit, elle mesure le double, donc 1200 m. Ensuite, j'ai adapté la largeur des signes de manière à ce que les tracés semblent de la même épaisseur à peu près. Et j'ai joué avec le contraste de la même manière que IBM-Plex entre les formes intérieures et extérieures que j'ai évoquées précédemment. À noter que nous avons souhaité nous distancier volontairement des icônes qui font partie d'un matériel diffusé avec l'IBM-Plex qui s'appelle Carbon, système Carbon, qui est une charte de signes pour l'IBM, mais que nous trouvions trop abstrait, trop simplifié, trop lisse. Et donc là, je vous ai mis un exemple en regard les pictogrammes qui ont été dessinés pour CryptoKit. Donc maintenant, un sujet important. Comment, moi, avec mes connaissances de départ qui étaient plutôt limitées en matière de technologie blockchain, j'ai réussi à comprendre ces technologies pour les représenter, qui sont complexes, constituées de systèmes informatiques, de concepts aussi bien économiques que cryptographiques ou informatiques. Anthony vous a parlé de la carte Miro. Là, je vous ai mis des captures d'écran en cours de création. Heureusement que Anthony et Guillaume avaient déjà travaillé sur ce support, cette carte sémantique qui a été très pratique
pour saisir notamment les idées principales et les relations entre les différents éléments, et en plus qui nous permettait d'interagir, comme vous pouvez voir sur l'écran, sur la carte, et de l'enrichir avec des avancements graphiques. Voilà. La structure de la carte m'a notamment amené à construire une logique graphique importante de CryptoKit. En effet, sur la carte, chaque concept peut être compris à partir de ses parents. Donc, pour exprimer un élément complexe, j'ai décidé d'assembler les signes d'éléments simples, coupés dans leur moitié, soit verticalement, soit horizontalement. Là, vous pouvez voir différents exemples à l'écran. Ceux qui sont sur la gauche sont expliqués ainsi. Donc, par exemple, Web.3, qui est un web décentralisé, s'explique par la notion de système décentralisé et celle de web, ou World Wide Web. Ensuite, il a été nécessaire de rajouter ma propre grille de lecture, pour ma propre compréhension du système, et faciliter la traduction graphique. Donc, comme les différents éléments, les composants de ce système étaient très variés et la plupart d'entre eux me paraissaient abstraits, j'ai d'abord cherché à les catégoriser. Donc là, vous voyez 13 catégories qui sont plutôt à comprendre comme des tags, mais qui me permettaient notamment donc, de faire apparaître des éléments qui n'existaient pas forcément dans les premières listes faites par Anthony et Guillaume. Par exemple, le matériel informatique, mais qui se cache derrière toutes les notions, pas mal de notions de la blockchain et qui est importante à représenter. Et ça m'a aidé à trouver du coup des moyens graphiques simples qui permettent de différencier les différents éléments pour faciliter leur lecture et leur interprétation. Par exemple, ici, donc, chaque logo rentre dans un carré au bord arrondi, tandis que les blocs de la blockchain ont des angles orthogonaux qui permettent de les représenter, de les retrouver dans tous les symboles plus facilement. Aussi, donc, les actifs numériques, je vais laisser Anthony un peu plus détailler, mais ça a été un marquage qui est arrivé en cours de création du système de pictogrammes. Le style du trait de contour suffit à distinguer les différents types d'actifs numériques qui sont en circulation sur la blockchain. Oui, sans rentrer en trop de détails, mais si on prend l'euro par exemple, ça désigne plusieurs choses. Ça peut être l'euro que vous connaissez au quotidien, le billet ou votre argent en banque. Ça peut être le stablecoin euro qui est une espèce de représentation sur la blockchain d'un euro, mais qui a un équivalent, disons, décentralisé, on va dire. Et vous avez plus proche de nous les CBDC, ça se complique encore, désolé, c'est les monnaies étatiques numériques. Donc vous avez peut-être entendu parler de l'euro numérique ou du yuan numérique. En gros, un euro numérique, ce sera programmable potentiellement. Donc le gouvernement français ou pourquoi pas l'Europe pourrait décider que voilà, l'euro numérique est versé aux personnes en chômage et que du coup ces euros ne peuvent pas être utilisés pour acheter des loisirs. Donc c'est très très important au niveau politique, les répercussions. Et à ce jour, à ma connaissance, il n'existe aucune représentation visuelle des CBDC, alors que ça concerne absolument tout le monde en Europe. Et donc voilà, on est à ma connaissance le premier glyph-set à mettre ça. Et donc c'est aussi un enjeu politique ou démocratique de dire si on n'a pas de forme, on ne peut pas en parler. Et donc voilà, si on veut ouvrir des débats citoyens, il faut qu'on soit en capacité de dire non, ce n'est pas le même euro et on peut le montrer avec une forme qui n'est pas la même qu'une autre. Et comme l'a déjà présenté Anthony, pour nous, c'était important de dessiner des pictogrammes qui soient explicites. Et là, vous avez certaines métaphores que j'ai, avec donc les images que montrait déjà Anthony, et puis les pictogrammes tels qu'ils sont représentés dans CryptoKit. Et notamment, on retrouve la métaphore du nuage cloud qui n'est pas de la donnée gazeuse qui flotte dans les airs, mais bien une technologie de connexion entre plusieurs ordinateurs et un serveur qui utilise des protocoles et des logiciels spécifiques. Pareil pour Mint, qui n'est pas une plante aromatique, mais un mécanisme de création de crypto-monnaie. Ensuite, aussi, last but not least, les figures humaines qui en fait ont été les premières à être dessinées. Pour moi, en effet, elles permettaient de vraiment donner le ton à tout le système par la manière de représenter les figures humaines.
C'est aussi parmi les plus difficiles à dessiner, je trouve, dans n'importe quel système pictographique. Pour moi, il était important qu'il y ait plusieurs versions par souci d'inclusivité, mais aussi qu'elles soient incarnées, notamment en leur représentant leur corps, pour les différencier des avatars numériques que vous pouvez voir là, par exemple, en bas à droite. Non, oui, à droite. Non, à gauche de l'écran. Ensuite, pour la création de l'outil, il a fallu que cette typo elle rentre dans une grille pour faciliter la composition qui est orthogonale. Or, la typographie, c'est un système qui fonctionne plus sur un système de grille de lignes de base avec des espaces entre les lignes pour la lisibilité. Et donc, les lettres peuvent déborder. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu visibilisé avec une faible opacité. Peuvent déborder des cases soit verticalement, soit horizontalement pour éviter les blancs en cas d'espacement trop large ou d'interlignes un peu grand. Et donc, il a été nécessaire de construire une deuxième police de caractères, CryptoKit Grille, qui, elle, est exclusivement utilisée pour l'interface web que va vous présenter Anthony plus tard, avec des signes qui sont rétrécis pour les aérer parce qu'ils apparaissent souvent en regard avec la grille qui est autour. Donc il fallait qu'ils soient un peu plus aérés que les précédents. Donc un alignement légèrement différent et donc chaque signe rentre dans une case carrée. Ensuite, il y a aussi la question de l'accès, comment on va avoir accès à ces signes qui ne sont pas des lettres, qui sont accessibles au clavier. Donc il y a eu tout un travail de naming, vous envoyez une partie du tableau qu'on a construit avec Anthony et Guillaume ici, avec la partie donc Unicode, c'est un système de codage des glyphes qui permet de les rendre, de s'afficher n'importe où sur n'importe quel système informatique. Et donc il a été choisi ici d'utiliser la plage privée d'Unicode, qui est une plage laissée libre à dessein pour que n'importe qui puisse y ajouter les signes qui ne soient pas encore encodés à l'échelle mondiale. Et chaque glyphe est associé à un caractère d'une autre plage d'Unicode qui existe déjà, notamment les caractères qui sont présents sur le clavier pour pouvoir y accéder facilement avec un clavier au moins au plus important, et puis aussi pour faciliter, notamment pour l'interface du site web, faciliter le développement. Et très vite fait, il a été aussi question dans la création de ce caractère typographique de composer les schémas et donc de proposer un système de composition aussi et une graphique et de mise en place des schémas avec ce système. L'avantage de la conception d'un caractère typographique, c'est qu'on peut amener une lecture similaire à celle du texte, donc de haut en bas, de gauche à droite, et proposer comme ça un système de légende et de surbrillance qui permet de découper le schéma au fur et à mesure. Voilà. Des schémas qui peuvent être, je remonte, des schémas qui peuvent être assez complexes. Merci. Alors, à quoi ça sert? Océane a déjà répondu avec les schémas. Il y a plusieurs usages qu'on a développés avec ce caractère typographique qui, du coup, est en fait un système visuel global. Tout d'abord, un poster. Je ne sais pas si tu peux le montrer à la caméra. Merci pour les personnes qui nous suivent en ligne. La mindmap Miro, en fait, donc on a travaillé, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne s'est pas basé sur la fonction, mais sur le lexical, à savoir quels termes doivent être associés à quel autre. Et donc voilà, là on voit à l'écran les systèmes d'addition, de couches, et donc tout ça a été rassemblé sur un grand poster au format suisse F4, qui du coup reprend tous les termes clés de la blockchain, pas tout le glyph set, mais l'essentiel, et donc ça se lit de haut en bas. On prend les premiers termes et on descend petit à petit. Donc c'est un peu une actualisation contemporaine des posters qu'on a dans les salles de cours, et on voulait aussi un aspect iconique, donc on a pris l'univers cyber, un peu facile, mais qu'on aime quand même bien, du noir et du vert, qu'on a aussi gardé pour ces slides. Merci beaucoup, Océane, pour apporter le poster.
Et donc voilà, ce poster va être du coup envoyé à la communauté enseignante, que ça puisse être montré en cours. Et puis il sera également disponible en vente à Genève pour toute personne intéressée. Voilà, vous l'avez ici. Également un livret web to print. Merci, je te demande également de le montrer. Donc là, on fait le chemin inverse. On va du lexical au narratif. On s'est dit que le poster, il a un aspect iconique, mais il faut être honnête, c'est dur à comprendre parce qu'il n'y a aucune définition dedans. Donc on a écrit avec Guillaume et Chloé Michel, qui est assistante à la aide au pôle numérique, un texte qui s'est petit à petit étendu, mais qui à la fin fait 60 000 signes, donc c'est quand même assez long, qui du coup prend chaque terme, enfin chaque couche en fait, et qui raconte l'histoire de la blockchain jusqu'à aujourd'hui et le fonctionnement assez complexe de cette technologie. Donc c'est un petit livret qui fait 52 pages, bilingue, et qui est disponible en impression à la demande via le site lulu.com. Et donc le graphisme comme le site web a été fait par Élise Jay et Kevin Dono, qui du coup ont mis en scène les pictogrammes d'Océane dans un système un peu plus vaste. Donc c'était un gros travail. C'est d'ailleurs le projet a pris 6 mois de retard uniquement à cause de ça, enfin principalement à cause de ça, vu que ça s'est révélé beaucoup plus compliqué que prévu d'écrire un texte à partir du poster, mais c'était nécessaire. Donc ça joue un peu comme un spécimen typographique, mais qui a aussi du coup une valeur narrative en soi. Et on retrouve dans ce poster le glyph set complet, enfin ou presque complet, non complet je crois, avec tous les connecteurs, etc. Voilà. Et donc il est disponible également en téléchargement libre de droit sur le site du projet. Les diagrammes Océane, on a déjà parlé. Donc là, on revient du coup du narratif au fonctionnel. Donc on navigue entre ces 3 dimensions, lexical, fonctionnel et narrative. Donc avec un système ici basé sur une grille orthogonale de carrés qui nous permet du coup d'expliquer tout un tas de notions, de protocoles dans lesquels je ne vais pas rentrer, sinon ça va nous emmener trop loin. Et puis on voulait également un objet qui soit plus accessible que ces diagrammes complexes et que ce texte assez long. Et donc on a un compte Instagram lié au projet sur lequel en fait, on a tout simplement pris la carte et on a pris chaque mot de la carte. Et en fait c'est très simple parce qu'il y a les mots qui viennent avant. Et donc on prend des additions. Donc on a 3 types de posts sur ce compte. On a comme un zoom dans la mind map. On a chaque mot qui sert à définir l'autre mot. Et puis on a un petit texte qui raconte ce que c'est. Donc par exemple ici voilà le Lightning Network est une technologie, est une mise à jour technique de Bitcoin, du protocole Bitcoin, créé pour résoudre le problème d'extensibilité, scalability en anglais, des transactions. Donc c'est une mise à jour technique qui permet à Bitcoin de fonctionner de façon beaucoup plus efficace, pour le dire rapidement. Et donc pour comprendre Lightning Network, du coup on prend d'autres mots. Il y a aussi Metaverse par exemple, qui est une fusion du coup entre le web et la réalité virtuelle, où Satoshi Nakamoto, un glyphe que j'aime beaucoup en bas à gauche, voilà, qui est une personne ou un groupe de personnes anonymes derrière la technologie blockchain. Donc ce petit compte du coup voilà, propose de façon sans doute plus accessible que le poster un accès à ces technologies, et ça permet aussi d'avoir des signes ou des phrases déjà composées de façon propre que n'importe qui peut télécharger et utiliser dans des cours ou n'importe quel matériel. On a surtout ciblé à la base le corps enseignant, mais à vrai dire, il y a aussi un fort usage possible de la part des entreprises dans la blockchain. Si on prend ce qu'on appelle les white papers, ce sont les documents techniques à la base de la blockchain. C'est absolument terrible en termes de représentation. Usage également important, le site web. Je vais vous montrer des captures d'écran, parce que sinon ça risque de planter avec la souris. Le site a été conçu par du coup Élise Jay et Kevin Dono, mes acolytes de back-office, qui du coup avait pour défi de trouver une connexion visuelle et interactive entre la carte, donc le poster que vous avez vu, et le texte, ce qui était assez compliqué. Et du coup, ils ont proposé un système, une partition d'écran en 2 parties, avec à gauche le texte et à droite la carte. Et quand on clique sur un mot dans le texte, ça scrolle automatiquement dans la carte et inversement. Donc, je vous invite à aller voir le site CryptoKitCH qui du coup fonctionne tout à fait bien, y compris sur téléphone. Donc voilà, ici la page d'accueil avec cette carte dans laquelle, qui est déjà zoomée en quelque sorte, et on peut cliquer sur n'importe quel élément de la carte ou du texte. Les deux sont pensés en interaction. On a également une espèce de bulle 3D qui se balade, qui est liée au curseur du site. Vous avez le spécimen avec tous les glyphes qu'a créé Océane, également le making-of qu'elle a présenté. Si on clique sur un carré, on l'a également dans le presse-papier, donc c'est très pratique pour l'utiliser dans des documents. Et voilà, le clou du spectacle du site, c'est cette partie-là, le schéma maker,
qui est une grille vide dans laquelle on peut drag and drop, donc glisser-déposer n'importe quel pictogramme, et donc on compose son propre schéma. On ajoute les connecteurs, on change les couleurs et on télécharge l'ensemble déjà compilé en format JPEG avec le bouton en bas à droite. Ça, pour nous, c'était très important parce que, évidemment, c'est des compétences techniques compliquées pour le commun des mortels de trouver une police à télécharger, d'aller dans Illustrator et de la composer. Pour des designers graphiques, c'est assez simple, mais on voulait que le kit s'adresse au plus grand nombre, également à des étudiants et étudiantes qui ne sont pas du tout des étudiants et étudiantes en art et design. Et donc, avec ce schéma Maker, ben, voilà, c'est très puissant pour un workshop, pour un cours. On compose son schéma d'un service existant ou on en invente un, et on a quelque chose qui est clé en main. Dans la partie download, vous avez tout, pardon, je reviens en arrière, ouais, toutes les sources, tout est téléchargeable, les imprimés et les crédits. Bon, ça, c'est moins intéressant. Le code source a été créé par Alexandre Le Texier, qui est développeur basé à Rennes. Donc, ça fonctionne sans CMS. Donc, c'est un code source très, très léger, facile à mettre à jour et qui peut resservir à d'autres projets typographiques ou non, si ça vous intéresse. Ici, voilà une vue du glyph set pour montrer un peu l'étendue de la chose. Et donc, au usage, on boucle l'histoire. On s'en sert maintenant pour nos conférences. Donc, on a maintenant un matériel qui est bien plus qualitatif qu'en 2017-2018. On a inventé avec Guillaume un cours semestriel sur la blockchain, ce qui n'existait pas à l'échelle suisse et sans doute même au-delà. Un cours théorique en 12 cours de 1h30, du coup, slides dans lesquels le CryptoKit joue un très grand rôle. C'est beaucoup plus simple d'expliquer avec ça. Et on peut également découper les schémas en plusieurs strates, comme l'a montré Océane. Ça nous sert également de la formation continue, donc pour adultes ou auprès d'entreprises, et également dans des conférences. Ici, donc, un exemple parmi d'autres, dans une conférence liée au cinéma, d'un festival de cinéma à Genève, où on expliquait les nouveaux modèles de financement du cinéma avec la blockchain. L'ensemble du kit est placé en licence libre. Avec un S, il y a 2 licences utilisées. CC0, qui est la licence libre la plus ouverte possible. C'est du domaine public quasiment. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec le kit, les schémas composés ou le livret, ou même tout matériel visuel déjà composé, sans nous créditer, sans nous payer, sans nous dire quoi que ce soit. En fait, on a pris avec Guillaume un parti radical lié à la crypto, qui dit que la crypto est un monde où personne ne cite personne. Donc voilà, on a voulu avoir une licence manifeste qui s'accorde très bien avec cet univers. Et par contre, pour la police de caractère, le CC0 n'est pas possible également, pour des raisons un peu fastidieuses expliquées ici. Donc on a pris la licence libre la plus utilisée, qui est la SIL-OFL, la SIL Open Font License, qui est utilisée pour la IBM Plex. Donc c'est tout à fait la même licence. Et donc on peut redistribuer, partager, augmenter le caractère, qui est placé sur GitHub. On a également mis en ligne les pictogrammes pour les diffuser au maximum sur ce site, peut-être que vous connaissez, thenonproject.com, qui est une base de données de pictogrammes. Certains ont été refusés. En fait, la modération du site fait que dès qu'on a des lettres dans un pictogramme, c'est banni. Donc malheureusement, on n'aura qu'une partie du kit, mais on va quand même le mettre dessus. Il n'y aura pas les pictogrammes web. Et donc en conclusion, je suis à peu près dans les temps. Bilan des livrables, est-ce qu'on a fait une documentation? Oui, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, par contre, et on l'a largement étendu, comme a dit Océane, on est passé de 60 pictogrammes à près de 200. Recension de NFT, du coup, on ne l'a pas fait, c'était pas possible au niveau de temps. Scénario prospectif lié à ces technologies, oui, on a intégré ça dans les cours qu'on a donnés avec Guillaume, et article de recherche, on en a fait 2. Bilan du projet, donc là c'est un bilan personnel, mais Océane, je te laisserai faire le tien. C'était un travail de recherche-création qui était collaboratif du début à la fin. Ça, je pense que c'est un des points forts du projet, mais j'ai beaucoup appris. Ancrage très fort dans la pédagogie, parce qu'on montrait aux étudiants et étudiantes des versions de travail du kit, et du coup, ça nous a permis d'avoir des feedbacks qui nous ont servi à améliorer les choses. Pas seulement un caractère typographique, mais un kit complet. J'espère vous avoir convaincu, notamment avec le générateur de schémas. On a eu des débats interminables et complexes sur les alignements du caractère dans les box, qui finalement s'est résolu avec les 2 versions qu'a montré Océane. Mais voilà, en fait, une typographie, c'est pas juste des formes dans des boîtes rigides, il y a plein d'espaces vides. Voilà, et donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Me semble-t-il que dans ce projet, on est passé du design graphique au design de documents, qui est un champ plus vaste et que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais en tout cas, on manque de recherche en France dans ce champ-là. Donc je vous invite à vous intéresser à ce domaine. Et puis, j'ai également découvert les joies et les contraintes et les difficultés d'un projet libre. Donc, ce n'est pas un projet qui est que pour nous. Et donc, il faut documenter, ranger, corriger, archiver. On a encore vu des erreurs. C'est extrêmement complexe. Voilà, il y a plein de supports entre le livret, le dépôt GitHub, le site web, les différentes pages du site. Et donc, il y a plein d'inversions de pictogrammes, de choses mal nommées qu'on corrige petit à petit pour que ce soit le mieux possible. Océane, peut-être je te laisse faire un bilan. Oui.
Ouais. Merci. Oui, pour le travail de recherche collaboratif, ça c'est clair. Moi, j'étais très heureuse de travailler aussi avec Anthony et Guillaume, qui étaient déjà designers et donc qui avaient déjà fait un pré-travail de compréhension de la blockchain. Travail que d'habitude, par exemple, sur la physique quantique à la NRT, j'avais fait un peu toute seule. Et aussi, surtout, pour moi, c'est un magnifique développement de ce que j'avais commencé à la NRT grâce justement à toute cette équipe qui a permis de vraiment mettre en valeur le système de pictogrammes que je proposais, à la fois par l'accessibilité, par la publication de tout un tas de supports, par la mise en place justement l'archivage, la documentation de tout ça. Et voilà. Puis c'était aussi un projet qu'on a mené beaucoup à distance. Tu as rencontré Guillaume pour la première fois qu'on a présenté le projet il y a une semaine. Donc ça a été mené tout en ligne aussi, je voulais le dire. Suite possible, déjà on va ranger toutes les choses, tous les fichiers sur GitHub de façon propre. Il y a déjà un typo GitHub, mais on va l'améliorer. Dans une logique d'open data, on va le valoriser, ce qu'on fait aujourd'hui, mais on va continuer. Il y aura un communiqué de presse, une vidéo notamment, qui vont être produites tout bientôt. Côté suisse, on va diffuser le kit, c'est quand même la base, ça ne sert à rien de faire ça. Dans des écoles, entreprises et auprès de la presse, également crypto ou presse plus généraliste. On va documenter et suivre ce que les gens vont en faire. On est très curieux de voir ce que ça va devenir. On va sans doute étendre le glyph set. On va se rendre compte qu'il y a peut-être des choses qui manquent, des pictos plus ou moins génériques. J'ai des partenaires en Israël qui veulent le traduire en hébreu. Et il y a aussi une piste côté chinois. Pour le côté chinois, il faudra attendre la IBM Plex. Mais semble-t-il qu'elle arriverait cet été. Et puis, de façon plus générale, la méthodologie qui a été mise en place dans ce projet avec Océane peut être tout à fait répliquée sur d'autres champs, notamment technologiques, et un champ brûlant et urgent, c'est celui des intelligences artificielles. Je n'aurai pas le temps de définir ça, mais je travaille là-dessus. J'ai publié tout récemment un essai sur ces questions design sous artifice. Et donc, voilà, c'est le même problème. C'est des technologies complexes sur lesquelles on n'a pas de signes ou de choses très claires visuellement. Et donc, voilà, j'aimerais, si possible, si je trouve un petit financement, poursuivre avec Océane sur cette lancée, sur ce thème qui est à la fois proche et différent. Je remercie plusieurs personnes sans lesquelles le projet n'aurait pas été possible. Thomas Marchand, qui n'est pas là ce soir, mais qui était très précieux du début à la fin, est là en ligne. Voilà, bonjour Thomas. Merci pour ton aide sur ce projet. D'autres personnes qui ont suivi le projet également sur des phases cruciales. Yves Citon, Franck Adébier, Saul Pandelakis à Toulouse, Véronique Marie au CNAP, les designers de la IBM Plex sans lesquels on n'aurait même pas démarré le projet, et Jean-Pierre Greff, mon ancien directeur à la aide, qui a également soutenu ce projet à l'époque. Donc merci beaucoup à vous. J'espère que vous êtes contents du résultat. Et voici le récap du site web, des différents comptes Instagram. Et on se réjouit d'avoir vos questions et vos retours. Merci pour votre attention. Si quelqu'un a une question, je vais passer le micro. Bonsoir. J'ai une question peut-être plutôt pour Océane sur la question de encodage. Ouais. Encodage. Parce que tu utilises la question, vous utilisez la IBM Plex et ça veut dire que comme c'est un typo que c'est open source, que tu appropries de cette typo et que tu ajoutes ces symboles. Mais là, quand tu parles de questions d'Unicode, là, le shortcut keyboard, le keyboard shortcut, c'est pas le Unicode, c'est pas le Unicode de G, parce que sinon le Unicode de le G, ça marche plus. C'est comment ça, c'est juste dans un style spécifique. J'aimerais bien peut-être, je pense que ça c'est très intéressant en fait, parce que là ça semble un peu quand on écrit qu'après quand tu tapes le G que tu dois changer de typo comme ça marche. Merci beaucoup Tania pour cette question, parce qu'en effet c'était une partie que sur les différents systèmes que je produis à chaque fois, la question se repose de comment j'utilise le logiciel de création de caractères
et comment j'encode les différents signes que je dessine qui sont à chaque fois spécifiques au système que je dessine. Et donc là, en typo, en graphisme, vous avez l'habitude peut-être de l'OpenType. On utilise souvent l'OpenType pour donc dessiner des pictogrammes et se dire que on va remplacer une suite de caractères, par exemple 2 points, application, 2 points, et on va dessiner une icône pour une application. Et quand on va écrire 2 points, application 2 points, c'est l'icône qui va apparaître. Et ça, c'est un code qui peut être programmé dans le logiciel police de caractères, parce qu'une police de caractères est un logiciel. Ici, on a choisi de ne pas utiliser ce système-là parce que déjà, ce n'est pas une fonctionnalité qui existe sur tous les programmes. Ensuite aussi parce que utiliser ce système, ça voulait dire en fait incorporer tous les pictogrammes à toute la famille des IBM-Plex, plus celles qui sont à venir, et du coup de contrôler tous les fichiers pour les mettre à jour, voilà, et c'était infernal. Nous, on a plutôt opté sur l'idée de créer CryptoKit qui est basé sur tous les guides, sur la manière dont le fichier d'IBM-Plex est basé, mais dans le fichier CryptoKit, il n'y a que des pictogrammes. Et donc j'ai d'abord rangé les pictogrammes sans Unicode, d'abord donc d'un point de vue technique, au typographe, ça va peut-être pas, enfin au non-typographe, ça va peut-être moins parler, mais en les appelant par le nom qu'on a choisi avec Anthony et Guillaume de les appeler. Ensuite, en voyant l'étendue des glyphes, en essayant de réorganiser les glyphes les uns avec les autres, on a créé un ordre à peu près alphabétique et on les a rentrés dans les plages privées d'Unicode avec ce naming-là qu'on avait fait. Il y a des exceptions parce qu'évidemment, par exemple, Cloud, c'est un signe qui existe déjà. Et donc, on s'est dit, bon là, ça vaut peut-être le coup d'utiliser l'Unicode qui existe parce que le nom existe déjà. Et si on voulait lui donner le même nom, on ne pouvait pas lui créer un nouvel encodage. Voilà, des choses comme ça. Et ensuite, en fait, j'ai utilisé les smart components, donc ça encore, c'est les typographes qui vont comprendre, pour associer chaque caractère à du coup des caractères qui existent. Et donc j'ai commencé par les touches du clavier avec les signes qui me semblaient le plus important. Et donc ça fait que dans mon logiciel typo, quand je modifie le signe initial, il se modifie dans tous les raccourcis. Voilà. Ouais, pour compléter de façon plus générale et béotienne, en fait, voilà, une police de caractère, c'est pas que des formes qu'on dessine sur du papier ou dans Illustrator. C'est un logiciel, comme l'a dit Océane, et c'était source de nombreux débats. Moi, j'ai appris plein de trucs sur la typo grâce à ce projet. Et voilà, c'est du rangement, de la nomenclature. On a eu plein de débats sur les slugs, les underscores ou pas. Bref, l'ordre dans le glyph 7, mes côtés, quand vous l'ouvrez d'un logiciel de composition, qui n'est pas forcément le même que sur le site web. Bref, il y a toute une dimension cachée, mais assez ahurissante, quand on crée une police de caractère, où on ne se rend pas du tout compte quand on utilise dans du traitement de texte. Et voilà. Et il faut aussi penser de façon logique cette partie invisible. Et si je peux ajouter, Unicode, c'est une volonté de globaliser un rangement, mais c'est pas du tout rigoureux parce que c'est un rangement qui se fait au fur et à mesure. En tout cas, ça essaie de l'être, mais ça très vite s'est dérangé parce qu'il faut rajouter à chaque fois des codes les uns après les autres. Et quand on a, comme pour ce projet, une envie de le rendre accessible et le plus rigoureux possible, bah là, il faut faire des concessions. Voilà, puis aussi, comme l'a dit Océane, dès le départ, on s'est dit qu'on allait faire un fichier à part. Parce que de toute façon, la Plex, elle continue d'être mise à jour et ça aurait été beaucoup trop fastidieux. On n'aurait pas eu le raccourci clavier. Enfin, voilà. On l'a pensé comme un add-on, mais pas comme une augmentation dans le même caractère avec les pictogrammes. Oui, tout à fait. La question, je ne sais pas si on l'a entendu en ligne, c'est est-ce qu'on peut utiliser une autre police de caractère? Oui, bien sûr, c'est aussi pour ça qu'on l'a fait. On s'est dit que si un enseignant, une enseignante voulait utiliser notre kit, on ne voulait pas contraindre cette personne à utiliser la Plex. Nous, on préconise, mais pourquoi pas avec du Times? Je ne pense pas que ça fonctionnait super bien visuellement. Mais voilà, ça permet aussi plus de souplesse dans les usages, de ne pas flécher sur la Plex. Oui, merci pour cette super présentation. J'ai deux questions. L'une porte en fait sur le caractère évolutif de cette technologie, de la blockchain. Est-ce que vous
enfin, ce que vous proposez, est-ce que c'est quelque chose qui peut prendre en compte ce caractère évolutif, parce qu'il y a déjà des ruptures sur une technologie qui est très récente. Et la deuxième question, c'est sur l'intention du projet. Il y a une intention pédagogique qui est bien sûr très forte, enfin très convaincante aussi. Mais la question que j'avais, c'était est-ce que c'est une pédagogie en fait de l'utilisateur de la blockchain, ou est-ce que c'est une pédagogie plus citoyenne pour mieux comprendre ce qu'est la blockchain, qui est une technologie qui est quand même super ambiguë et super ambivalente. Ouais, je réponds à la première, puis Océane complétera, après je prends la deuxième. Évolutif, oui, je pense que ce qu'a montré Océane par rapport à la composition modulaire, typiquement, ça c'est un atout énorme pour le projet. C'est-à-dire que si demain, un nouveau protocole Web3 ou autre chose, ou même une entreprise apparaît qui est très importante, assez simplement, on peut l'insérer dans le toolkit. Alors, je devrais passer par Océane parce que je serais incapable d'aller dans le shell typo, mais en tout cas, ça ne devrait pas prendre trop de temps, en tout cas beaucoup moins avec ce qui a été fait auparavant, et donc c'est conçu pour être évolutif. Et même quelqu'un qui a des compétences graphiques et techniques devrait être en capacité d'étendre le glyphe, comme il est libre de droit, pour ajouter, pourquoi pas, son logo de façon basique, ou un protocole technique un poil plus complexe, mais comme Océane a montré que les formes étaient documentées par catégorie tout court, conceptuelle, disons, il me semble qu'on pourrait relever ce défi-là assez facilement. D'ailleurs, on envisage déjà de créer un set de pictogrammes qui est pas lié à la blockchain, parce que parfois, si c'est un service pour un avion, par exemple, qui a du retard, il faut un pictogramme d'avion. Et donc, pourquoi pas de créer un set de glyphes avec le même type de dessin, mais générique, qui pourrait après se combiner au pictogramme. Ou si on va sur l'intelligence artificielle, peut-être qu'on gardera ce dessin, à réfléchir en tout cas, pour que ça puisse se mélanger. Je te laisse compléter pour cette partie. Oui, sur le modulaire, en effet, les pictogrammes peuvent être complétés facilement. Après, encore, Anthony parlait des limites en termes de documentation et la difficulté que ça peut être sur un projet aussi grand de documenter. Moi, je n'ai pas suffisamment documenté, en tout cas, le caractère, et ça peut se faire pour garder, parce que donc, en typographie, on a la possibilité de faire des... Donc je parlais de smart components, de faire des formes qui sont après juste associables pour créer un nouveau caractère. Là, c'est pas optimisé en termes techniques de la meilleure façon, mais de manière formelle, ça l'est. Pour compléter encore, par contre, il y a des composants pour le compte Instagram. On a composé tous les schémas du compte Instagram et les petites notices dans Figma. Et dans Figma, du coup, ça fonctionne à base de composants réutilisables. Donc là, on peut facilement étendre les schémas. Et puis, on s'est dit aussi, Guillaume, que si en fait, il y avait un manque dans le kit, on pouvait tout simplement utiliser le mot ou définir le mot par d'autres mots. Et donc, même si le signe en soi n'aura pas de forme spécifique, du coup, il pourra trouver une logique avec les termes qui l'entourent. Et donc, on pourrait aussi imaginer un système, alors il faudrait retravailler un petit peu la police, mais du coup, on créerait un système de box où du coup, il y aurait juste le mot dans une boîte avec un liseré autour. Et donc, ça pourrait permettre, un peu comme un placeholder, un remplacement, d'avoir le mot, mais qui est quand même un caractère iconique avec la box pour le séparer du reste de la phrase, ce qui permettrait de façon très simple et économique en moyen d'étendre le glyphe 7 un peu à l'infini, en quelque sorte, en attendant qu'il y ait un pictogramme. Et la deuxième question, c'était sur du coup le public, c'est ça, du kit ? Sur la pédagogie de... La pédagogie, ouais, alors c'est bon. Alors on l'a testé avec Guillaume dans nos propres conférences. Maintenant, le grand bain, ce sera de voir ce que d'autres en font. Donc l'histoire reste ouverte, il faudra me reposer la question dans quelques mois. Mais on l'a vraiment conçu pour la communauté enseignante. Par exemple, on a une école partenaire de la HED, qui est la Haute École de Gestion à Genève, qui est une école avec le même statut. Et donc, cette école a également des cours sur la blockchain, nécessairement. Ils ont fait ceci dit après nous. Ça, c'est drôle de voir qu'une école d'art a abordé ça avant une école de gestion. Mais du coup, ils font face à un déficit de documents graphiques. Et du coup, l'école de gestion utilise déjà notre kit dans certaines formations. Ça, c'est une première réponse. Après, c'est encore trop tôt pour aller plus loin. Savoir, ouais. Ouais. Est-ce que vous avez eu des retours vraiment d'utilisateurs de la blockchain sur votre travail ou pas encore ? On a demandé à des spécialistes de la blockchain, mais ça, on l'a plutôt fait en amont avec Guillaume dès 2017. Ouais. Quand on a fait les schémas à l'époque, on a tout fait contrôler et valider par des gens assez hardcore, peut-être dont je vous déconseille la fréquentation. Mais voilà, on a été voir carrément des cypherpunks ou des gens comme ça qui ont vraiment relu tous nos textes de façon... Et voilà, et après on s'est basé là-dessus avec Océane, mais on n'a pas fait le feedback avec le kit final. Il y aura sans doute des polémiques, des gens qui vont dire mais tel mot c'est un autre. Bon, ça c'est inévitable. Nous on assume le parti pris, en tout cas il se base sur les articles peer review. Donc c'est censé quand même être solide en amont. Après moi ce qui m'intéressera je pense c'est qu'est-ce que les entreprises vont faire de ça.
Je pense qu'en pédagogie, ça va, à mon avis, trouver un public, sans doute de niche, parce qu'il n'y a pas non plus de 36 000 cours sur la blockchain, mais des entreprises qui vont utiliser ça pour documenter leurs services, leurs produits, ce qu'elles ne savent pas faire aujourd'hui. Je pense que là, il y a potentiel, y compris pour trouver d'autres financements pour étendre le glyph 7. Je pense qu'il y a une piste assez sérieuse sur ce plan. Merci. Ouais, je pense par exemple à un service qui s'appelle, je ne sais plus le nom, mais CryptView, je ne suis pas tout à fait sûr. En fait, c'est un service de reviewing, d'évaluation de projets blockchain, où du coup, les utilisateurs notent tel ou tel projet avec plein de critères. L'interface est correcte, mais du coup, avec les pictogrammes, on pourra représenter n'importe quel service évalué sur cette plateforme avec une visualisation qui soit homogène. Alors qu'aujourd'hui, ça prend les JPEG quand ils existent des entreprises et ce n'est pas satisfaisant. On pourrait du coup comparer visuellement différents services, donc à voir si on arrive à trouver un partenariat avec eux. Je crois qu'on va en finir là pour ce soir. En tout cas, merci beaucoup, Océane, Anthony. Et puis, juste pour préciser qu'effectivement, si on n'a pas tout compris, parce que moi, je dois le dire, c'est la deuxième fois que je suis. Aujourd'hui, j'ai tout compris. Et en tout cas, on aura cette grande chance de pouvoir revoir la conférence en replay. Voilà, merci encore. Et puis, bien, bonne soirée. Merci beaucoup. J'aimerais remercier tout le monde.